voilà qui je suis. Moi, Ludovic Leclerc, comme vous voyez sur mon site internet, je suis swing trader depuis 2011. Donc ça ne date pas d'hier. J'ai commencé cela pour moi, hein, vraiment pour moi en tant que particulier. Et puis, à force de publier sur les réseaux et tout, on a monté un petit groupe. Et là, on a fondé un club qui s'appelle maintenant Club Alpha, dans lequel on a environ 250 swing traders. Donc, le swing trading, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Quand moi, j'ai mis ça en place, c'est parce que j'étais quelqu'un d'actif avec une activité professionnelle normale. Donc, je travaillais 40 heures semaine. Et donc, faire du trading devant les écrans, c'était compliqué. Donc, il a fallu trouver un système et une méthode pour pouvoir quand même profiter du marché. Parce que, vous le savez, si vous êtes tous ici aujourd'hui, c'est parce que laisser votre argent sur le compte épargne, ça ne sert à rien. Hein. Voilà, le marché vous apporte un rendement, mais c'est compliqué de faire du suivi de ce marché. Et donc, moi, j'ai choisi vraiment le swing trading parce que c'était une méthode qui collait assez bien à mon activité de l'époque. Et c'est une méthode que j'ai gardée parce qu'elle colle bien à ma vie actuelle. Voilà, moi, j'ai pas envie de rester toute la journée et pendant des heures et des heures devant les écrans, comme certains ont pu le faire aujourd'hui pour euh, apprendre toutes les techniques qui ont été démontrées et montrées aujourd'hui. Voilà, moi, ma philosophie, c'est plutôt faire travailler mon argent et moi essayer d'en profiter. D'en profiter. Voilà, ça c'est l'introduction que je peux donner. Je continue, je vois qu'on me laisse la parole, je continue, ok, pas de Oui, souci. vas-y, Ludovic, hein. Donc, j'avais fait en effet une fois une première présentation où j'expliquais un peu c'était quoi swing trading, la philosophie qui allait avec et toutes les choses qu'il y avait à mettre en place. Et aujourd'hui, j'avais envie de mettre un peu plus un focus sur la gestion du risque. Parce que vous soyez investisseur, day trader, que vous soyez day trader, que vous soyez investisseur swing trader comme moi, c'est-à-dire des investissements qui durent plusieurs jours, plusieurs semaines, ou que vous soyez investisseur de long terme, il y a quand même une partie non négligeable de gestion du risque que souvent, bien trop souvent, on met un peu de côté. Alors, on apprend des techniques, que ce soit le market profile, que ce soit les techniques de breakout, le price action, tout ça, il y a plein de techniques possibles et différentes, mais souvent, on se focalise sur comment rentrer dans la valeur, quel est le meilleur point d'entrée. Parfois, on arrive quand même à estimer des objectifs, et c'est quand même un point très important, peut-être que j'y reviendrai lors d'une autre session, parce que avoir un objectif, c'est vraiment aussi une des choses essentielles quand on fait de l'investissement, que ce soit, je vous l'ai dit, n'importe quel timing de placement, que ce soit du court terme, du moyen terme, du long terme. Si vous n'avez pas d'objectif, en fait, c'est comme si vous montez dans votre voiture en vous disant, je vais rouler, je ne sais pas où je vais, et on verra bien où ça mène. Souvent, ça mène nulle part. Alors ça, c'est une partie importante. L'autre partie importante, c'est qu'est-ce qu'on fait si on a un conflit qui se déclare, genre l'Iran, si on a un monsieur qui nous met des taxes à 100%, si il y a le Covid qui nous tombe dessus, si on se rend compte que le marché immobilier américain est complètement pourri et que tout va s'écrouler, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Mais ce n'est pas au moment où l'événement arrive qu'il faut commencer à se poser ce genre de questions. Parce que là, on tombe dans quelque chose de très dangereux qui est la réaction émotionnelle. La réaction émotionnelle, que ce soit dans l'investissement ou dans la vie de tous les jours, c'est souvent mauvais. Parfois, certaines personnes qui ont une grande maîtrise d'eux-mêmes et une grande maîtrise une bonne lecture de ce qui les entoure peuvent, sous le coup de l'émotion, prendre des bonnes décisions, mais c'est assez rare. C'est plutôt des décisions qui sont prises un peu contre-intuitives, c'est des réflexes de survie parfois, mais qui, si on prend le marché financier, provoquent des pertes parfois conséquentes si on n'a pas réfléchi avant. Alors la gestion du risque est différente, je vous l'ai dit, que si vous êtes des traders, swing traders ou investisseurs de long terme, mais il faut avoir une gestion du risque de toute manière. Alors je ne vais pas insister sur les deux aspects que moi je maîtrise moins, qui sont le day trading et l'investissement de long terme. Ce n'est pas du tout dans ces univers-là que moi je travaille. Moi je travaille dans le swing trading. Le swing trading, je vous avais dit, c'est des investissements qui durent quelques semaines, rarement plus de 3 mois. Et le principe est le suivant, c'est que lors de certaines phases de marché, eh bien, on sélectionne des actions qui semblent avoir le plus grand potentiel à moyen terme. On n'est pas sur du futur, on n'est pas sur du CFD, enfin, on peut jouer ça aussi en CFD aussi, mais en tout cas plutôt vers une partie action.
Les ETF, pour moi, c'est du long terme. Les futurs, c'est du court terme. Les actions, c'est plutôt du moyen terme, comme moi, je le travaille. Alors, avant de mettre en place des stratégies de protection de capital, il y a vraiment, je pense, une philosophie à avoir. Et que ce soit n'importe quelle des sessions que vous avez vues aujourd'hui, qui sont quasiment toutes, de ce que j'ai bien vu, orientées plutôt techniques. C'est très important la technique, mais il y a un aspect que les gens négligent souvent, c'est le psychologique. Et il y a des techniques de protection de capital qui vous protégeront de vous-même, en fait. Comme je vous l'ai dit, quand vous êtes rentré dans une opération financière, quand vous êtes sur le marché, vous devez avoir de multiples scénarios qui sont préprogrammés. Le premier scénario, c'est quel est mon objectif? Donc, vous devez savoir, quand vous appuyez sur le bouton achat, vers où vous voulez aller. Mais vous devez savoir aussi, si votre scénario ne se met pas en place, à quel moment il faut accepter qu'on s'est trompé. Et ça, c'est vraiment un aspect très compliqué pour la majorité des gens. En tout cas, moi, les investisseurs que je rencontre, une des grandes erreurs qu'ils font, c'est de se dire, voilà, ben, je savais que quand j'étais en investissement de court terme, que je devais mettre un stop loss. Alors, le stop loss, je ne l'ai pas vraiment mis. Mais je savais que je devais le mettre, mais je ne l'ai pas vraiment mis. Je me suis dit, c'est pas grave. Quand je me rendrai compte que la valeur dans laquelle j'ai investi perd du pourcentage, ben alors je sortirai. Sauf que au moment où cela arrive, que ce soit via un événement macroéconomique, un événement sanitaire, un événement géologique parfois, genre le tremblement de terre qu'on avait eu au Japon il y a plusieurs années, eh bien, au moment où ça arrive, se met en vous toute une série de réflexions et d'idées qui deviennent pas très bonnes. Le cas typique que je rencontre, c'est quelqu'un qui achète un actif, il a déterminé son objectif, il veut arriver à 20%, à 30%, à 40%. Ça ne se passe pas bien, la valeur perd 10%. Il se dit, bon, je sais bien que l'investissement, c'est comme ça, on peut parfois perdre de l'argent, donc c'est pas grave, je peux supporter le risque. Sauf que on ne sort pas à 10%, on se dit, bon, à moins 10%, on se dit, bon, là, je suis à moins 10, peut-être que j'avais fait un mauvais choix, mais moins 10 est déjà assez conséquent, je vais attendre de voir si ça remonte un petit peu, et je sortirai peut-être sur mon point d'entrée. Sauf que parfois, les baisses sont tellement violentes que de moins 10, on passe à moins 15, puis à moins 20, puis à moins 30. À moins 30, on se dit, ben là, c'est trop tard pour que je sorte. Donc, on conserve la ligne à moins 30% dans le portefeuille. Et puis, il arrive un palier psychologique, souvent aux alentours des moins 40. Souvent aux alentours des moins 40%, on se dit, ben là, ça ne va plus. Là, mon investissement, c'était vraiment une très mauvaise idée. Si je laisse ma ligne encore active, je vais perdre tout mon investissement. Peut-être même que ça va aller rogner mes appels de marge. Et donc, à moins 40, je liquide la position. Tout ça n'est qu'un enjeu psychologique. À moins 10, vous vous dites, bah, peut-être que je vais attendre. À moins 30, oh, ça devient compliqué, mais on supporte. Et à moins 40, la plupart des investisseurs craquent et liquident la position. Chose qui ne serait pas arrivée s'ils avaient eu un plan concret et s'ils n'avaient pas eu à réfléchir. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans le Club Alpha? On a vraiment des stratégies qui sont mises en place. C'est des choses que je donne quand vous êtes nouvellement inscrit. C'est, par exemple, la psychologie de l'investisseur. Il faut savoir que tous les marchés, en tout cas pour le swing trader, tous les marchés ne sont pas efficients. Ok? Il y a des marchés de tendance qui sont vraiment très faciles à gérer. Puis il y a les marchés baissiers, bah, où là, il y a en effet des choses à faire. Et puis les marchés neutres, où il y a d'autres choses à faire. Et en fonction du marché dans lequel vous êtes, eh bien, il y a des choses à mettre en place. Mais déjà, il faut déjà reconnaître dans un marché haussier, baissier ou neutre. Posez-vous la question aujourd'hui, si vous deviez répondre à la question aujourd'hui, dans quel marché sommes-nous? Alors, je suis convaincu que si on faisait un sondage, on aurait des réponses un peu multiples. Enfin, il y en a que trois. Certains nous diront ben, on est dans un marché haussier parce que depuis lundi, ça remonte. Certains nous diront dans un marché baissier parce qu'on n'a pas encore fait des nouveaux plus hauts par rapport à avant le 1er mars, depuis un mois et demi. Et certains nous diront dans un marché neutre parce qu'en effet, on a baissé, mais pour l'instant, on remonte. Donc, c'est déjà à ce niveau-là compliqué à estimer. Et vous devez avoir une technique en fonction de votre horizon de placement qui vous dit je suis dans un marché haussier, je suis dans un marché neutre ou dans un marché baissier. Si vous êtes court terme, bah là, vous vous dites je suis dans un marché haussier. Parce que depuis 2-3 jours, ça remonte. Si vous êtes swing trader comme moi, vous êtes plutôt dans un marché neutre. Et si vous êtes dans le long terme, vous ne vous posez même pas la question.
C'est un peu normalement comme ça que vous devez réfléchir. Alors, comment se protéger quand on fait du swing trading comme moi? C'est vraiment le fait de vouloir suivre le marché le plus proche possible. Si je fais de l'intraday, c'est pas grave. Le marché il monte ou le marché il descend, je suis la tendance. Soit je vends mes futurs, mes CFD, soit j'achète mes futurs, mes CFD. Donc vraiment, je dois essayer de suivre la tendance si je fais de l'intraday. Si je fais du long terme, je suis d'office, je suis haussier. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est que chaque fois que j'ai des phases baissières, normalement, je dois en profiter pour renforcer mes positions. Ça, c'est le principe du marché long terme. Par contre, si je suis dans swing trading, je dois vraiment suivre les tendances. Et moi, j'ai un billet, je le connais, je me connais, je sais comment je suis. Moi, j'ai un billet haussier. Donc, on sait que le marché, il monte par vague ou il descend par vague. Soit il est en phase d'expansion ou en phase de correction. Parfois, il est en latéralisation, mais c'est des phases un peu plus rares. Souvent, c'est soit expansion, soit consolidation. Eh bien, moi, je n'achète que les phases d'expansion. Mais il est toujours très difficile de repérer les moments vraiment d'inversion de tendance, même si on a des zones qui peuvent vous permettre de repérer cela. Et il est en tout cas impossible pour un swing trader et pour n'importe quel trader de repérer un point haut ou un point bas. Si vous rencontrez dans des webinaires ou dans des vidéos des gens qui vous prétendent savoir les points hauts et les points bas, vous pouvez cliquer autre part, ce sont des menteurs, personne ne sait ça. Personne ne sait. Par contre, on peut un peu deviner les tendances. Et moi, en tant que trader, je suis les tendances haussières et j'ai des niveaux que je calcule qui me disent en dessous de ce niveau-là, la probabilité de rentrer dans une inversion de tendance et dans un marché baissier devient trop grande. Alors, un marché baissier, que ce soit les subprimes, la crise des États européens, que ce soit le Covid, ou que ce soit la guerre en Ukraine ou la guerre en Iran, quand une tendance baissière commence, personne ne sait combien de pourcents on va perdre. On ne sait pas si on va perdre 10, 15, 20, 30, 40, 50%. Personne ne le sait. Donc, en tant que swing trader, ce que nous devons faire, c'est couper le plus rapidement les positions lorsqu'on détecte une augmentation du risque d'inversion de tendance. Et pour couper ces positions, il ne faut pas commencer à réfléchir en se disant, tiens, est-ce que cet événement, quel qu'il soit, aura des conséquences sur le marché qui vont durer une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois? Personne ne le sait. Personne ne sait qu'il y aurait eu ces négociations actuellement entre l'Iran et les États-Unis. Personne ne sait que le Covid aurait duré 6 mois. Personne ne savait que les subprimes allaient durer 1 an et demi. Personne ne sait rien. Mais en tout cas, on sait gérer à l'avance le risque qu'on veut bien prendre sur le marché et la perte qu'on accepte de laisser dans le marché. Ça, vous devez le faire et vous pouvez le faire. C'est une grande introduction, mais je pense que c'est vraiment important de se rendre compte que psychologiquement, vous ne devez pas avoir à réfléchir à quand est-ce qu'il faut rentrer dans le marché ou quand est-ce qu'il faut sortir du marché. Tout ça doit être automatisé, que ce soit par ma technique de swing trader ou par des autres techniques que vous avez vues aujourd'hui. Vous devez avoir les techniques pour vous montrer le bon point d'entrée, pour calculer l'objectif et pour vous donner la manière de sortir. Et le plus important, c'est ce que j'apprends à mes élèves quand ils rentrent avec moi dans le club alpha. Le plus important, c'est pas tellement comment est-ce qu'on va faire pour gagner de l'argent. Parce que ça, c'est pas très compliqué. Même si je vous le dis comme ça en riant, parce que moi, je fais ça depuis 2011. Gagner de l'argent, c'est pas très compliqué. Le plus compliqué, c'est de ne pas en perdre. Et là, il n'y a que les stop-loss qui pourront vous aider si vous êtes dans un marché dynamique. Si vous êtes dans des traders, ben, vous êtes devant vos écrans, vous avez vos repères graphiques, vos repères indicateurs qui vous disent à quel moment est-ce qu'il faut sortir. Si vous faites du swing trading, ben, c'est d'autres méthodes. Et si vous faites du long terme, normalement, vous ne devez pas sortir. Mais, je vous l'ai dit, ici, c'est plutôt du swing trading. Nous, on va plutôt aller voir comment faire pour s'en sortir lorsqu'on est investi pour du moyen terme. Donc les slides que je vous présente ici sont des slides qui sont extraites de diverses formations qui sont données gratuitement à nos membres. Une fois que vous êtes membre du Club Alpha, ben, vous avez toute une série de vidéos et toute une série de PDF que vous pouvez regarder. Ensuite, ben, vous posez des questions. On a des sessions live tous les samedis et tous les mercredis afin que chacun puisse poser des questions. Et au fur et à mesure, en étant 250 membres et au fur et à mesure d'avoir des questions, ben, il y a bien souvent des gens expérimentés et des gens moins expérimentés, mais c'est pas grave, ça fait aussi des rappels. Parce que parfois, on s'endort un petit peu sur ses acquis en se disant, oh, c'est bon, je connais le marché, je sais comment ça fonctionne, et puis hop,
on se fait un petit peu liquider. Donc les problèmes dans le marché, je vous ai dit, c'est pas le marché, c'est la stratégie que vous y apposez. Souvent, il n'y a pas ou peu de méthodes. Hein, voilà, c'est très, très rare d'avoir des. Peut-être que vous faites partie des exceptions, mais d'avoir des investisseurs particuliers qui sont rentables sur plusieurs années, c'est assez rare. Et tant mieux si vous en faites partie, parce que souvent, malheureusement, eh bien, il y a des décisions impulsives. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de plan. Et donc, voilà, on voit une méthode sur Internet, on l'applique, mais c'est pas efficace. Les formations sont souvent incomplètes. Voilà, on vous lance. Parfois, vous avez des formations qui coûtent très cher. On vous donne beaucoup de vidéos à regarder, on vous donne beaucoup de slides à regarder et on vous explique jamais comment vraiment le faire. C'est un peu le principe de j'achète un livre de cuisine et demain je passe à Top Chef. Ça ne marche jamais. Vous pouvez acheter plein de livres de cuisine, faire plein d'essais d'erreurs vous-même. Ça prendra des années avant que vous arriviez à faire quelque chose de vraiment avec du succès. Le risque mal géré, donc je vous ai dit aussi, c'est une chose que je vois souvent et peut-être des choses que vous avez vécues vous-même. Vous pouvez, si vous faites surtout du day trading, ça te compte très très vite quand vous faites du day trading. Vous commencez le matin, le marché ouvre à 8 h du matin, vous prenez vos premières positions vers 8 h du matin et vous prenez 4, 5, 6, 7, 10 bonnes décisions. Vous gagnez quelques pourcents. Et puis il y en a une que vous ne gérez pas parce que vous pensez que vous allez avoir encore une 15e fois raison. Et cette opération-là vient effacer toutes celles que vous aviez gagnées. Donc, vous pouvez vous retrouver à midi à plus 1% de votre capital et à 16 h à moins 5. Ça arrive très souvent. Et un autre élément, c'est également la solitude de l'investisseur. Et ça, c'est l'avantage d'avoir ce genre de session collective où tout le monde peut intervenir et poser ses questions. C'est que bien souvent, l'investisseur particulier, quand il fait une erreur, il n'y a personne pour lui dire « tu as fait une erreur parce que ». Voilà, tu n'as pas vu ça, tu n'as pas fait attention à ça. Et en plus, quand on fait du swing trading, du day trading ou l'investissement long terme, quand on fait une grosse connerie où on a perdu 5, 10, 15, 20 000 euros, on ne va pas en parler. On garde ça pour soi. On dit, bon, j'ai déconné, c'est pas grave, je vais rattraper ça plus tard, mais on n'en parle pas. Et ça, c'est une erreur aussi, le fait de ne pas en parler, de ne pas partager son erreur, vous êtes condamné à ne pas la comprendre. Et ça, c'est un peu problématique. Alors moi, qu'est-ce que je fais dans mon cas de swing trading? Je fais, je dis, 2 sessions par semaine, une le mercredi, une le samedi. Je regarde ce qui se passe, je vérifie mes scénarios et j'agis en fonction. Hein, c'est ça le swing trading, c'est la capture des impulsions qui dure quelques jours à quelques semaines. Alors sur les stop loss, qui est vraiment une technique qui va vous empêcher de trop réfléchir, en fait, le stop loss, vous devez réfléchir à où bien le placer, on va le voir ensemble, où bien le placer, mais moi je fais ça en général le samedi. Pourquoi je fais ça le samedi? Parce que je ne suis pas sous la pression du marché. Je ne vois pas les graphiques qui montent et qui descendent. Le samedi, je décide, voilà, mon stop loss, le bon niveau, c'est là. Et je les laisse là généralement pendant une semaine. La semaine suivante, s'il n'a pas été touché, je vois si mon stop loss, je dois le modifier. Mais je pense qu'il faut toujours utiliser un stop loss quand on fait de l'investissement de moyen terme. Alors, le stop loss doit être modifiable en fonction de la situation. Au début de l'opération, on sait qu'il y a de la volatilité, on sait que le marché, surtout pour le moment, peut être assez volatile. Il faut mettre un stop loss assez large. Et plus on gagne de l'argent, plus on se rapproche de l'objectif qu'on avait fixé. Si on a un objectif à 20% de gain et qu'on est à plus 18, le stop loss doit devenir agressif. Et très important, une fois que vous avez choisi une stratégie et un scénario, vous devez vous y tenir. Ok? Vous faites un plan de trading. Vous dites, voilà, j'estime que la valeur, elle est ici. Elle doit monter là à 25%. La volatilité de la valeur, je la connais via l'historique. Je sais qu'elle a une volatilité de 5-6%. Donc, je peux avoir des jours où je perds moins 5 et des jours où je gagne plus 6. Et au final, je vais me retrouver avec mon gain. Je trace mes ranges, je trace mes supports. Mon objectif, il est clair. Je l'achète maintenant. Je veux aller là-bas et je place un stop loss à tel niveau parce que, voilà, si ma valeur a une volatilité de 5%, je place mon stop loss à 7-8%. Et si, malheureusement, ce stop loss est touché, c'est que ma stratégie était mauvaise. Mais jamais, à aucun moment, vous ne devez changer de stratégie. J'ai rencontré aussi plusieurs investisseurs qui ont dilapidé leur capital en se disant, OK, j'achète cette valeur aujourd'hui, je fais ça en mode swing trading, je veux qu'elle me rapporte 20% dans un mois, et puis ça ne se passe pas bien.
Ils se sont trompés dans leur analyse, ils se sont trompés dans leur objectif, et la valeur commence à faire du négatif. Et là, ils se disent, c'est pas grave, je passe long terme. Alors, cette facilité qu'ont les gens de changer de stratégie pour ne pas avouer qu'ils ont perdu, c'est souvent délétère pour le capital parce que vous vous retrouvez des positions pendant des années qui sont à moins 20, moins 30, moins 40%, parfois qui ne remontent jamais ou qui peinent à revenir au point zéro après plusieurs années. Pendant ça, votre capital il est bloqué, vous n'avez pas accepté votre perte et vous ne faites plus rien. Donc, protéger son capital, c'est aussi accepter qu'on s'est trompé. Et alors, chose qu'il ne faut jamais faire, mais ça, paraît assez logique, c'est ne jamais bouger un stop loss vers le bas. Alors, les stop loss, il y a plusieurs manières d'utiliser les stop loss. Il y a des stop loss sur money management. Ça, je vous avoue que j'aime pas trop. Les stop loss sur money management, c'est des stop loss qu'on fait souvent quand vous êtes des gestionnaires de fortune, chose que j'ai été auparavant dans une grosse banque française, AXA pour ne pas la nommer. Donc, quand vous êtes chez des gestionnaires de fortune, vous avez des gros clients qui vous disent bah, moi, je vous laisse faire tout ce que vous voulez, mais je ne vais pas perdre plus que 20% de mon investissement. Ça, c'est un mauvais réflexe parce que si vous dites je ne peux pas perdre plus que 20% de mon investissement, mais qu'on se rend compte qu'en fait, il y a des gros supports et des grosses inversions tendances possibles à moins 22%, ben, votre actif, il arrive à moins 20, vous êtes sorti, il arrive à moins 22, il repart. Ça, combien de fois, combien de membres, combien d'élèves ne m'ont pas dit j'avais mis mon stop loss à ce niveau-là parce que je ne voulais pas perdre plus que ça. Et la semaine suivante, la valeur, elle est repartie plein pot vers le haut. Voilà. Stop loss sur money management, pour moi, ce n'est pas une bonne idée, mais bon, voilà, chacun fait comme il le veut. Les stop loss sur support sont pour moi les plus efficaces. Encore mieux, les stop loss suiveurs des impulsions. Vous savez que le marché évolue en vagues et il faut pouvoir suivre ces vagues. C'est ça qui vous rapportera le plus d'argent en swing trading et surtout ça qui vous évitera d'en perdre en swing trading. Et on verra également les stop loss sur moyenne mobile qui sont des outils que vous pouvez avoir sur votre plateforme de manière assez facile. Alors, je voudrais un peu démystifier quelque chose aussi, c'est que personne ne voit vos stop loss. C'est faux. C'est archi faux. C'est une légende urbaine, comme on dit. Qui voit vos stop loss, c'est uniquement votre broker. Parce qu'un stop loss est un ordre avec un ordre qui est en attente avant de devenir un ordre au marché. Et vous dites, voilà, moi j'ai un ordre de vente à 100, mais il est en attente. Tant que votre valeur n'arrive pas à 100, votre ordre, il est en attente au niveau des 100. Dès que votre valeur arrive à 100, ça déclenche votre ordre qui devient un ordre marché et votre broker l'envoie dans le marché. Mais avant cela, on ne voit pas vos stop loss en fait. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les professionnels de l'investissement, les traders professionnels, les investisseurs professionnels, les hedge funds, tout ça, vous connaissent les niveaux sur lesquels il y a de fortes probabilités que les investisseurs particuliers mettent le stop loss. Et donc, ces niveaux-là sont des niveaux qui sont recherchés par les traders, par les institutionnels, pour aller trouver de la liquidité. Parce qu'ils savent que c'est ces niveaux-là sur lesquels les investisseurs particuliers vont aller placer leur stop loss. Voilà pour... Je ne vois pas de réaction dans le chat par rapport à ça. J'espère qu'il y a encore des gens qui nous regardent. Mais bon, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Alors, stop loss de départ, il faut respecter un certain ratio gain-risque. C'est-à-dire que moi, j'utilise toujours un stop loss qui ne me fera pas perdre plus que la moitié de ce que je veux gagner. C'est-à-dire que si mon stop loss, si mon objectif est à 20%, mon stop loss ne peut pas être à moins que 10. OK? Ça veut dire que si je fais 10 opérations et que je me trompe 5 fois, tous mes stop loss, mes 5 stop loss déclenchés ne vont pas me faire perdre de l'argent par rapport aux 5 gains acquis. Si je fais 5 fois plus 10 et 5 fois moins 5, je reste en bénéfice. Alors, le stop loss, il est là également pour protéger les gains quand on arrive à break-even. Et également, le stop loss est là pour protéger l'objectif. Une fois qu'on arrive sur l'objectif. Parce que peut-être vous avez un objectif à 20%, mais une fois que ça arrive à 18%, il faut déjà commencer à mettre chauffer votre stop loss parce que peut-être que ça n'arrivera pas à 20, peut-être que ça arrivera à 19,5 et puis que ça va partir vers le bas et comme ça, vous serez sorti avec un maximum de gains possible. Donc, le stop loss, je vous l'ai dit, c'est littéralement couper les pertes s'il y en a, mais également protéger les gains. Alors, pourquoi passer le desktop après une bonne analyse? Voilà, je répète encore une fois, mais c'est vraiment des choses importantes. Limiter les pertes en cas de mauvais timing ou scénario, limiter les pertes en cas de retournement subi, protéger les gains déjà acquis. Comme je vous l'ai dit, moi, je fais du swing trading, donc auparavant, j'avais une autre vie que celle-ci. Donc, je lançais
mes achats le lundi matin, et puis j'allais travailler pendant la journée, je ne pouvais pas voir ce qui se passait sur les marchés. Et donc, si jamais il se passait une catastrophe sur les marchés, tous mes stop-loss étaient déclenchés, et ça m'évitait de perdre trop de capital. Et sur des lignes, c'est ce qu'on a eu le cas ici avec l'Ukraine dans le Club Alpha, on était dans des rendements déjà très intéressants, à plus 12, plus 13%. Le marché a décalé vers le bas, les stop-loss se sont déclenchés, et on a conservé du capital et du rendement positif. Alors, le principe que j'utilise, c'est sur les vagues d'impulsion. Donc, chaque fois qu'on a une vague haussière, alors vous connaissez, je suppose, si ce n'est pas le cas, je vous les répète rapidement, les 3 vagues d'impulsion d'investissement. La première vague, c'est la vague des initiés. Donc, c'est des gens qui savent des choses que vous et moi ne connaissons pas. Voilà, des gens qui sont des insiders, on ne connaît pas les informations. Et hop, une valeur commence à exploser. Voilà, puis on voit sur nos graphiques, hop, la valeur se met à accélérer. Ensuite, la deuxième vague, c'est entre le point 2 et le point 3, c'est la vague des professionnels. Donc, c'est les gens comme vous, ou comme moi en tout cas, qui mettent en place des techniques pour repérer les initiés et qui achètent la valeur au moment de la deuxième vague. Et la troisième vague, c'est la vague des investisseurs lambda. J'espère que ce n'est pas vous, mais si c'est le cas, j'en suis bien désolé. C'est la vague qu'on appelle dans le milieu la vague des pigeons, parce que c'est eux qui rachètent les positions que vous avez prises déjà plusieurs jours avant. Je vous rappelle quand même que pour vendre un actif, il faut que quelqu'un en face de vous les rachète. Et donc, ça, c'est la vague des pigeons. Donc, le principe, c'est que chaque fois qu'on a une vague haussière, une correction, une deuxième vague haussière, on va placer le stop loss en dessous de la consolidation précédente, à chaque fois. Ce qui fait que si on a une consolidation qui vient plus bas que la précédente, on enchaîne des points bas de plus en plus bas, on est dans une inversion de tendance et on est sorti de la valeur. Donc, les vagues évoluent de plus haut en plus haut. Les stop-loss sont placés sous les plus bas précédents et on attend à nouveau pour déplacer le stop. Je vous montre ça tout de suite avec un graphique. OK? Donc, qu'est-ce que je fais en pratique? J'attends le départ d'une impulsion. Une fois que l'impulsion est démarrée, je place un premier stop-loss en dessous de 2 niveaux de protection en respectant mon ratio qui est un risque de 1,5. Et j'espère que je ne me suis pas trompé dans mon analyse et que ça va pouvoir continuer. Dès que l'impulsion reprend et dépasse mon dernier plus haut, là, je remonte mon stop et je fais ça tout le temps jusqu'à arriver sur le premier objectif ou jusqu'au déclenchement du stop loss. Alors, graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Je vous ai mis un exemple ici. Je suis désolé, Raphaël, ce n'est pas ta plateforme, mais j'avoue que j'ai essayé genre un quart d'heure avant de commencer la présentation de maîtriser la plateforme. Je n'y suis pas arrivé. Il faudrait que je regarde les tutos. Je suis bien désolé. Il faut un peu plus de temps, en effet. Mais sinon, on a TradingView qui est assez similaire à celle-ci. Oui, ok. Donc ici, c'est un exemple qui est tiré des formations que je donne aux membres, que je leur donne gratuitement, c'est les vidéos. Donc là, on a une action ici qui accélère au-dessus d'un point haut précédent. Donc, on avait déjà eu une première vague, consolidation, deuxième vague. Là, on rentre dans la deuxième vague. Le premier stop loss, il est où? Il est placé en dessous de mon point d'entrée, et c'est normal, et en dessous d'une bougie rouge. C'est comme ça que moi, je travaille. Donc, j'ai 2 niveaux de protection en dessous de mon point d'entrée. J'ai ce niveau-ci qui deviendra support et une bougie rouge qui est la dernière consolidation. Ça, c'est le point de départ avec un stop loss qui est malheureusement en dessous du point d'entrée, donc qui est pour l'instant perdant. Ensuite, qu'est-ce que je constate? Que j'ai un nouveau point haut, une consolidation, ok. Après ce point, je vais un peu trop vite dans mes clics. Après ce point haut et la consolidation, qu'est-ce que je vois? Que la valeur recommence à augmenter. Et là, je déplace mon stop en dessous du dernier point bas et puis de la dernière consolidation. Je suis déjà presque à break-even. Alors, la valeur, elle accélère. Elle latéralise. OK, elle marque des points bas. Mon stop loss, lui, pour l'instant, reste là en dessous du dernier point bas. Ici, elle marque des nouveaux points bas. Je ne fais rien. Dès qu'elle réaccélère en passant au-dessus de ces derniers plus hauts, hop, je remonte mon stop loss. Et là, mon stop loss est à break-even, il est au-dessus de mon point d'entrée. Quoi qu'il arrive sur cette valeur, je vais gagner de l'argent. La valeur a accéléré, elle a consolidé, elle fait un nouveau point haut, hop, je remonte mon stop loss. Donc, j'ai remonté mon stop loss une fois, deux fois, trois fois, et ainsi de semaine en semaine. Ici, c'est un exemple qui date de 2025 avec SO. La valeur a fortement accéléré. On a fait des nouveaux plus hauts. On n'a pas fait encore de nouveaux points bas, donc mon stop loss, pour l'instant, je ne peux pas le remonter. Ensuite, je me dis que la valeur refait des nouveaux points hauts, donc je remonte en dessous de la dernière consolidation.
toujours comme ça. Vous attendez de voir que la valeur réaccélère pour vous mettre en dessous du dernier point bas. Puisque normalement, dans une vague d'expansion, une grosse vague haussière, c'est les points hauts sont de plus en plus hauts et les points bas de moins en moins bas. Et donc, si vous restez avec votre stop loss toujours en dessous du dernier point bas, vous allez prendre toutes les vagues haussières. Jusqu'au moment où, peut-être qu'on va avoir une vague baissière qui va se présenter. Ici, on a un nouveau plus haut avec une consolidation. Et là, dans les principes que moi je me suis fixé, je deviens plus agressif parce que je suis déjà bien loin par rapport à mon point d'entrée. J'ai déjà des forts pourcentages de gains dans mon portefeuille et je vois que j'ai une grosse bougie rouge. Ça m'inquiète assez de voir une grosse bougie rouge. D'autant que cette bougie rouge enfonce une de mes moyennes mobiles qui est, pour moi, la moyenne mobile qui est la précurseur en termes d'inversion de tendance. C'est la moyenne mobile 7 périodes. Et là, j'ai une bougie rouge qui enfonce la moyenne mobile cette période. Je me dis, aïe, 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 là-dessus, on va se manger une consolidation. Qu'est-ce que je fais? Je remonte mon stop loss. J'attends de voir ce qui se passe. En dessous de cette bougie rouge ici. J'ai une bougie qui vient quasiment toucher mon stop puis qui repart. Un peu de chance ici. On arrive sur des nouveaux points hauts. Rebougie rouge qui vient réenfoncer ma M7. Je remonte mon stop loss. Ça fait des nouveaux points hauts, c'est quelque chose qui n'arrête plus. Et vous comprenez le principe jusqu'à un moment où, je vous passe tout le scénario, à un moment où ça latéralise, j'ai remonté mon stop loss en dessous du dernier point bas qui était là, et puis hop, je viens enfoncer cette zone. Donc j'ai vraiment pris toute la vague de hausse, simplement en remontant mon stop une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, en attendant qu'à chaque fois que la valeur fait une consolidation, si elle repart, je remonte le stop. Elle consolide, elle repart, je remonte le stop. Elle consolide, elle repart, je remonte le stop. Et toujours comme ça. Jusqu'au moment où elle consolide tellement qu'en fait, elle inverse la tendance. Alors, sortir là au-dessus, aux environs des 200, c'était quasiment impossible. Mais en tout cas, on a démarré à 70 euros. On est sorti à 170. On a fait un superbe gain. 148%. Sur une période quand même qui a duré du mois de février jusqu'au mois de juin. Voilà, vous ne pouvez pas avoir des valeurs qui vous donnent du 140% en 3 jours. Il faut être patient, il faut vérifier ses stop loss une fois par semaine et voir si il faut les modifier. Voilà, c'est vraiment la technique que moi j'utilise, la technique de dynamique par rapport au prix, c'est du price market action. C'est vraiment jouer avec les vagues d'impulsion du prix et toujours remonter les stop loss. Alors, avec cette technique, vous ne sortirez jamais sur les points hauts, mais en tout cas, vous ne sortirez jamais fortement perdant. Et dès que vous ferez un mauvais choix ou une mauvaise analyse par rapport à votre graphique, bien, immédiatement, vous allez être prévenu. Parce que moi, en fait, dès que je rentre une opération dans le marché, je mets mon ordre d'achat. Et dès que la ligne est validée dans mon portefeuille, immédiatement, je place mon premier stop loss. Comme ça, si après un jour ou deux ou une semaine ou deux, je me suis trompé, parce que ça arrive, on n'est pas des dieux, on ne sait pas deviner à l'avance ce que fait le marché. On n'est pas, voilà, on n'est pas, on n'a pas la science infuse. Donc, si vous vous trompez, vous allez être immédiatement averti. Le principal de l'utilisation des stop loss, c'est de 1, identifier les faux signaux qu'on a pu prendre comme étant des bons signaux. Votre stop loss est déclenché et vous êtes sorti de la valeur avec peut-être moins 10, moins 15%, et c'est pas grave. Et l'autre importance du stop loss, c'est de protéger les gains que vous avez développés après plusieurs semaines. C'est vraiment ces deux aspects-là qui vont permettre à votre capital de survivre. Votre capital, c'est votre outil pour faire de l'investissement. Si vous ne le protégez pas, votre outil, après quelques mois, il est foutu et vous ne pouvez plus travailler le marché. Alors, j'avais une autre technique, mais qui est quasiment la même, et je vois que j'ai déjà mis beaucoup de temps à toutes mes applications préliminaires. Donc, c'est exactement les mêmes principes, sauf que ici, on utilise des phases de Weinstein, qui est une ancienne technique qui date des années 80, je pense. Et au lieu d'utiliser les vagues d'impulsion, on utilise une moyenne mobile comme repère. Donc, au lieu de mettre les stop loss en dessous des vagues d'impulsion, on met les stop loss en dessous de la moyenne mobile, qui est une moyenne mobile 30 périodes. Mais c'est aussi efficace. Chaque fois qu'on a un nouveau point haut, hop, on vient se mettre. Voilà, ici, vous avez un nouveau point haut. Vous avez une période de consolidation et vous mettez votre stop loss beaucoup plus loin en dessous de la moyenne mobile. C'est ça qui m'ennuie un peu, c'est qu'on est parfois un petit peu loin. Alors, ça a l'avantage d'être des stop loss qui se déclenchent moins fréquemment, mais voilà, avec des stop loss qui seront moins efficaces en termes de rendement parce que plus larges.
Mais le même principe, chaque fois qu'on a un point haut, on remonte le stop et jusqu'à un moment où on a un palier ensuite qui vient déclencher le stop loss. Vraiment, l'importance, c'est utiliser le stop loss. Donc, je vous répète, dans les 3 manières d'investir. Le day trading, là, vous êtes focus sur le graphique et vous avez des repères, soit via des bougies, soit via des indicateurs qui vous disent à quel moment vous devez entrer ou sortir et vous le faites manuellement. L'autre aspect, à l'autre extrémité, c'est l'investissement de long terme. Là, vous achetez des valeurs qui peut-être vous attendez un rendement sur plusieurs années, voire même peut-être pour votre pension ou bien pour vos petits-enfants, pour votre héritage. Donc là, vous limite, vous regardez même pas les graphiques, ça ne vous intéresse pas. Quand vous entendez dire que le marché fait des phases de consolidation, ben vous dites c'est bon, c'est moins cher, c'est les sols, j'en remets une couche. Par contre, si vous faites de l'investissement dynamique type swing trading, vous devez suivre vos valeurs de manière hebdomadaire, minimum une fois par semaine. Quand il y a des événements de marché type subprime, type Covid, type guerre, vous devez surveiller vos valeurs 2 fois par semaine. Ça prend au maximum, je dirais, ça vous prend au maximum 1 heure par semaine pour gérer vos investissements. Et moi, j'obtiens des rendements depuis 2011 qui sont aux alentours des 20% annuellement, alors que ça ne me prend que 1 heure par semaine. Alors certes, si vous faites du day trading, vous pouvez avoir des rendements plus importants, mais ça va vous prendre beaucoup plus de temps et beaucoup plus de stress. Alors c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire comme investissement. Ça, vous êtes libre chacun de passer votre temps à ce que vous voulez. Et moi, je préfère profiter de la vie que rester devant mes écrans. Et c'est OK avec ça pour moi. Alors, les stop loss selon Money Management, j'en ai parlé, je vous ai dit, pour moi, ce n'est pas une bonne idée parce que si on décide de manière arbitraire, c'est comme les stop loss suiveurs, si vous utilisez ça. Les stop loss suiveurs, pour moi, ce n'est pas bon non plus, sauf quand il y a des annonces qui vont faire augmenter très fortement la volatilité. Et là, votre stop loss suiveur va rapidement monter, donc ça, c'est OK. Mais un stop loss suiveur pour un investissement de plusieurs jours, ce n'est pas bon parce que si votre stop loss va se placer de manière arbitraire au-dessus de votre niveau de support et qu'il y ait une consolidation, ben vous serez sorti et puis le marché va repartir sans vous. Donc ça, pour moi, ce n'est pas non plus de bonne technique de stop loss. Alors, les conclusions sur les stops, on y arrive, 19h40, vous êtes tous fatigués, et surtout, à mon avis, Raphaël, qui est avec vous depuis le matin, bravo à lui. Donc, toujours utiliser stop loss dans le swing trading. Vous devez impérativement modifier votre technique en fonction de la situation. Au départ, on a un stop loss large, et puis plus on se rapproche de l'objectif, plus le stop loss doit être agressif. OK. Choisissez une stratégie, un scénario, et vous devez vous y tenir. Et surtout, s'il vous plaît, quand vous avez décidé de mettre un stop loss, mettez-le dans votre plateforme. Hein. Moi, j'ai encore des membres qui me disent, ou des élèves, des nouveaux, qui me disent, moi, j'ai un stop loss, mais c'est un stop loss que j'ai mis mentalement. Je sais que si ça arrive à 100, je dois vendre. Ouais, sauf que peut-être qu'ils ne sont pas devant l'écran, et quand ils rallument leur écran, quand ils regardent leur GSM, ben, ils se rendent compte que c'est plus à 100, que c'est à moins 80, que c'est à 80, pardon. Donc, ils se disent, ah, je vais attendre un peu que ça remonte à 100, et ça ne remonte jamais. Donc, les stop loss, il faut les inscrire dans votre plateforme pour qu'ils se déclenchent sans que vous ayez à décider s'il se déclenche ou pas. Alors, un peu la partie publicitaire, si je peux me permettre. Donc, je vais parler un peu de ce Club Alpha. Donc, Club Alpha, je vous ai dit, on a des lives hebdomadaires et même 2 fois par semaine. On a un grand live le samedi où on passe en revue tout le marché et plein de valeurs où on décide ensemble quelles sont les valeurs qui semblent être celles qui ont le plus haut potentiel de rendement. On décrit, ensuite, une fois qu'on a fait ce live le samedi, j'envoie un résumé via PDF ou via une notification, parce qu'on a une application mobile aussi. Je vous dis, voilà, moi, j'achète ça, ça, ça. Mon objectif, c'est ça, ça, ça. Et mon stop loss, je les place à ce niveau-là. Si je change de stop loss, j'avertis les membres via l'application. Donc, c'est vraiment du copy trading de ce que moi je fais. Et comme je fais ça depuis 2011, et je vous dis, j'ai un rendement moyen de 20% depuis 2011, voilà, ça ne vous apportera pas non plus des rendements de 100% par an. Ça vous apportera de toute façon beaucoup plus que votre compte épargne, beaucoup plus que l'investissement de long terme. Et avec du rendement de 20% par an, on peut doubler son capital tous les 5 ans, ce qui est déjà pas mal. Voilà, ça c'est l'exemple des vidéos. C'est une capture d'écran des vidéos qu'on fait ensemble. Donc voilà, vous voyez qu'on parle de valeurs entre membres et on décide si oui ou non ces valeurs sont potentiellement acceptables ou pas pour notre swing trading. On vise toujours minimum 20% de rendement. Ici, c'est notre portfolio où vous voyez à tout moment, c'est un portfolio qui est dynamique, qui est relié avec Yahoo Finance et Google Finance. Donc, on a le nom des valeurs, on a les variations journalières, les gains journaliers, les stop loss, tout ça est très dynamique. Et à tout moment, via votre application GSM ou via le site, vous pouvez venir voir où en sont les valeurs dans notre portfolio. Et ici, c'est un exemple que j'avais pris, l'exemple du 2 mars, où
voilà, je sélectionne une valeur, je l'envoie à tous les membres. Ils ont d'abord un descriptif de la valeur, un petit descriptif technique pour leur dire, voilà, la valeur, je pense qu'elle va monter à 35,55, on va gagner 37%. Et si jamais ça se passe mal, ben, on pourrait perdre au maximum 24%. Ça, c'est le stop loss de départ. Et ensuite, le stop loss est ajusté en fonction des événements de marché. Et ces explications sont toujours accompagnées d'un graphique. Et sur cette valeur-là, on avait donc deux objectifs. Un premier objectif à 18 et un deuxième objectif à 37. Et ces objectifs ont été rejoints après 2 semaines. Voilà pourquoi on fait du swing trading. C'est que en quelques semaines et parfois quelques mois, on peut avoir des gros gains de 20, 25, 30, 35, 40%. Et avec des pertes qu'on essaie d'avoir les plus petites possibles. Alors, grâce à WHS, moi, je vous propose de nous rejoindre pour un essai gratuit de 14 jours. Voilà, vous avez un QR code à l'écran. Il y a une promo également si vous voulez aller plus loin avec nous au-delà des 14 jours. Donc, pendant 14 jours, vous avez accès gratuit à toute la communauté, à toutes les formations, à toutes les vidéos, vraiment à tout. Vous avez accès à tout, voilà, pas grand-chose d'autre à vous dire. Vous avez accès à tout. Et si vous voulez continuer plus loin que ces 14 jours, eh bien, grâce à WHS, vous avez... pourquoi j'ai WHS? WS. H. WHS, c'était les cassettes d'auparavant. Alors, vous avez une réduction de 40% pour votre cotisation annuelle. Voilà, Raphaël, j'espère que tu n'es pas complètement... Bon, merci beaucoup. Ouais. Alors, Si il y a des voilà, ça c'est la questions, petite découverte, la petite offre des questions, je suis découverte preneur, pas pour de souci. Sinon, si vous voulez, je vous ai dit, bah, vous avez sur le site internet, vous pouvez commencer gratuitement avec votre code WHS, c'est le QR code que je vous ai montré. Vous pouvez découvrir gratuitement la méthode et vous pouvez appeler un de mes collaborateurs qui vous expliquera comment aller plus loin. Et sinon, si vous voulez encore découvrir mon travail, bien sûr, il y a la chaîne YouTube où là, vous pouvez venir voir toutes les semaines, je fais une vidéo et j'explique un peu comment évolue le marché. Est-ce que selon toi, il est préférable de trader les futurs versus les CFD? Alors, c'est pas le même genre de produit. C'est pas du tout le même genre de produit. Voilà, les futurs, c'est plutôt tout ce qui est matière première et indices qui sont très réactifs à toutes les annonces. Donc, je pense que c'est des produits, les futurs, qu'il faut absolument travailler en day trading. Ça, c'est mon avis, comme le Forex, par exemple. Par contre, les CFD, si on a des CFD sur action, on peut les travailler en swing trading parce que les actions sont moins volatiles et moins réactif aux événements de marché. Tandis que les futurs, dès qu'on a une annonce, on a une telle volatilité, avec parfois des effets de levier qu'on peut mettre. C'est vraiment des produits qui sont destinés à des gens qui ont de l'expérience et qui sont déjà aguerris par rapport à ce type de produit. Bon, moi, je pense vraiment, quand j'explique aux nouveaux membres, des gens qui veulent commencer, souvent, c'est des jeunes, et ils me disent, moi, je vais faire de la crypto. Voilà, c'est la mode, c'est la crypto, c'est jeune. Ok, moi je dis les gars, attention, l'investissement, c'est comme le permis de conduire. D'abord, tu dois apprendre à conduire une voiture normale. Après, tu conduiras une voiture de course. Et si tu es très bon, tu peux aller conduire une Formule 1. Mais là, les mecs, ils viennent vers moi en me disant, moi, je veux conduire une Formule 1 directe. Voilà, je veux acheter de la crypto avec effet de levier x15, x200, je sais pas combien. Ça, c'est vraiment le truc qu'il ne faut pas faire. Quand on commence en investissement, on commence par des trucs classiques, actions ou CFD, et puis on va un peu plus loin. Pour moi, les clients qui viennent vers vous, les nouveaux clients, ils doivent commencer par des CFD, et ensuite, quand ils auront bien compris les dynamiques de marché, les structures de marché, aller vers les futurs, qui sont des produits sur lesquels on met des effets de levier et qui sont forcément plus volatiles et plus réactifs. Savoir que les futurs sont cotés quasiment 24 heures sur 24 du lundi au vendredi. Et donc, il peut y avoir des événements qui se passent en pleine nuit que vous n'aurez peut-être pas repérés. Voilà, donc moi, je pense que les futurs sont destinés à des gens qui peuvent passer des heures devant les écrans et qui ont de l'expérience. Par contre, les CFD sont plutôt destinés à des gens qui ont peut-être moins d'expérience et qui ont besoin de quelque chose qui est moins volatile. Ouais. Ah, c'est pas forcément, je me permets de rajouter quelque chose par rapport à ça. Vas-y. Parce que les CFD ou futurs, quand quelqu'un veut trader, alors si je mets de côté les actions, parce qu'il existe des CFD actions et il existe aussi des futurs sur actions, mais c'est assez plus rare.
Ouais, Donc, si on reste sur le côté je veux trader du DAX, je veux trader du Nasdaq, du S&P 500, le futur, comme le CFD, ça va avoir la même volatilité. La différence, c'est juste que la taille de la position comment dire, la taille de la position sur CFD, elle peut être beaucoup plus faible que les futurs. Et ouais, donc, c'est pour ça que quand on débute, c'est mieux de faire des CFD, en tout cas selon moi, ouais, clairement, parce clairement. que on va risquer moins d'argent Bien sur sûr. CFD que sur futur. En plus, sur CFD, le flux de cotation il est gratuit, alors que sur les futurs, il faut payer un abonnement de plusieurs dizaines d'euros. Ouais, Donc, ça fait des coûts supplémentaires. Les futurs, c'est vraiment pour ceux qui ont déjà tradé, qui ont de exact, l'expérience et exact. qui savent ce qu'ils vont faire et qui ont aussi quand même un certain capital à investir. On ne peut pas le faire avec Oui, parce 500, que tu as des 1000, 2000 appels de euros, marge, des quoi. trucs comme ça. Bah oui. Bon, voilà. Il y avait une autre question, mais je sais que tu en as parlé, tu dis les stop-loss, on n'y a pas accès. Et donc, il y a une question qui dit, on dit que les brokers CFD chassent les stop-loss, est-ce une légende urbaine? Alors, je vais te Ça, je te donner, laisse répondre. Je ne connais pas la politique de votre maison. Mais il y a non, non, mais malheureusement, en effet, je vais des donner la brokers réponse. qui sont contrepartie de leurs clients. Et ça, c'est pas, pour moi, c'est pas très bon pour le client, en tout cas. Non, ça c'est évident. Donc, qui a posé cette question? Ike. C'est pas une légende urbaine, c'est une réalité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Quoi qu'il n'y ait pas c'est une légende urbaine, légal. que le broker voit les stop-loss. Oui, que le broker Ouais. voit, bah, il le voit, ça c'est clair, mais est-ce qu'il les chasse? Est-ce qu'il va aller Ah oui. chasser les stop-loss? Oui. Alors, ça, c'est pour avoir travaillé avec des brokers, avec 3 brokers différents, qui avaient Ouais. des systèmes d'exécution différents. Et puis, ça fait quand même un certain temps que je travaille dans ce milieu, donc je suis aussi en contact avec des confrères, d'autres brokers qui me partagent aussi leurs expériences, ce qu'ils savent par rapport à leur propre broker. Euh, alors déjà, les brokers, ils ont accès au stop loss. Oui. Sur les CFD, ça c'est oui. Oui. Chasser un stop loss, c'est évidemment possible et c'est légal, c'est autorisé, c'est dans les conditions générales. Quand vous avez un broker CFD, vous avez en gros 2 types de brokers. Vous avez le broker CFD qu'on dit market maker C'est et ça. le broker CFD qui en gros n'est pas market maker, qui est un intermédiaire de marché. C'est ça. Et donc le prix que vous allez voir, donc là, le deuxième cas, c'est le cas de Self-Invest, où on est un intermédiaire, c'est-à-dire que nous, on travaille avec un market maker qui s'appelle Stonex, c'est lui qui envoie le prix chez nous. Et donc, vous êtes exécuté sur le prix qu'a envoyé ce Stonex. Donc, nous, on est un intermédiaire entre vous et ce market maker. L'avantage de ce système d'exécution qu'on propose, c'est comme sur les futurs, eh bien, le market maker, lui, il va recevoir des ordres d'achat et de vente, mais il ne peut pas faire le travail que font les IG, les XTB, les eToro, les Vantage et quasiment tous les courtiers CFD d'ailleurs, où ils vont analyser le comportement de leurs clients pour les catégoriser dans des cases de clients gagnants, clients perdants, clients toxiques, et savoir comment est-ce qu'il faut trader face à eux. Parce que ils sont contrepartie de vos ordres, donc c'est Ouais. market maker, et donc ils vont prendre un risque sur le marché, le risque opposé au vôtre. Vous achetez du CAC 40, eux, ils sont vendeurs parce qu'ils vous ont vendu. Donc, vous avez une position acheteuse, ils ont une position vendeuse. Si le marché monte, vous avez gagné, le broker a perdu. Et donc, l'objectif du broker, ça va être de jouer sur ça et essayer d'optimiser son risque pour gagner le plus d'argent et donc gagner sur les potentielles pertes de ses Bien. clients. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça fait un conflit d'intérêts et qu'il est généralement déconseillé de travailler sur des CFD avec des brokers market makers. Il faut plutôt préférer des brokers qui ne sont pas market makers pour éviter ce conflit d'intérêts. Parce que la conséquence de ce conflit, c'est la chasse au stop. Vu que c'est le broker qui choisit le prix, eh bien, il peut, à certains moments, qu'il va bien choisir, comme une news
Il y a une des ouverture annonces. de marché, une fermeture de marché, un moment un peu volatile, il va en profiter pour aller faire une mèche un peu plus loin que ce que le marché fait. Il va faire une espèce de, comment dire, une espèce de multiplicateur sur la volatilité pour aller taper le plus de stop possible parce que généralement, le broker ne se couvre pas contre le risque. Donc, c'est-à-dire qu'il va parier sur le fait que ses clients vont perdre parce qu'il dit il y a 80% de perdants. Donc, il y en a certains où je vais me couvrir, mais en gros, la grande majorité, je ne me couvre pas. Donc, s'il peut améliorer tout cela en allant faire des mèches plus importantes que ce que le marché a fait, il va le faire. C'est ce qu'on appelle donc voilà, la chasse au stop. Ce dont Gabriel parle aussi dans le chat sur les A-book, B-book, C-book. Vous pouvez vous renseigner, c'est des choses qui existent. C'est le business model des brokers CFD market makers. À nouveau, on ne fait pas partie de ces courtiers. Nous, quand les CFD sont arrivés et qu'on les a proposés, il a fallu demander une licence auprès des régulateurs pour proposer ces produits. Et nous, à l'origine, on était un broker futur. Je remets ma caméra, comme ça vous pouvez me voir en même temps. On était un broker futur à l'origine, donc on a choisi de faire la même chose, le même modèle sur les CFD, donc être un intermédiaire. Et donc on a choisi la licence qui n'est pas une licence market maker. Je me souviens jamais du nom de cette licence. Je crois que c'est RTO, réception, transmission d'ordre. Enfin, bref, ça, c'est des informations que vous pouvez vérifier généralement dans les conditions générales des brokers, mais aussi sur le site de Regafi. Donc, voilà, c'est une parenthèse un petit peu longue, mais c'est un sujet qui est quand même hyper important. Et Self-Invest étant un broker C'est ça. Ce qui est qui surtout n'est bien, pas c'est market maker, de pouvoir vous identifier comme n'étant pas market maker. c'est tellement rare et les gens Oui, ne sont pas suffisamment au courant que j'aime bien le préciser à chaque fois parce que franchement, j'en suis assez fier de travailler bien pour une sûr. société qui n'a pas de conflit d'intérêt avec ses clients. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on fait autant de contenu pédagogique, c'est qu'on cherche des investisseurs qui soient profitables, qui restent le plus longtemps possible sur les marchés parce que nous, vous arrivez, vous déposez 5 000 euros sur un compte, hein, vous faites le casino, vous perdez tout en un mois. Pour nous, c'est un échec total parce Ouais. que vous allez avoir généré quelques commissions, mais au bout d'un mois, c'est terminé, vous aurez en fait généré très peu de revenus pour nous. Alors que le broker market maker, lui, il veut ce genre Il veut les 5000. d'investisseur qui va tout cramer parce que 5 000 euros cramés, c'est 5 000 euros gagnés pour le broker, même un peu plus parce qu'il a des commissions en plus. Donc comment dire, l'approche commerciale, l'approche est complètement différente d'un broker à un autre. Bien qu'on a l'impression qu'il y a certains brokers qui sont super, ils font plein de pubs, ils ont Zlatan Ibrahimovic en tête d'affiche, on dit c'est super, ça a l'air sérieux. C'est pas que c'est pas sérieux, c'est juste que C'est faut un modèle savoir différent. quel genre de société vous avez face à vous pour voilà, bien les sélectionner. Voilà, je vais fermer la parenthèse. Et donc, Aïk demande qui sont les autres brokers qui ne sont pas contrepartis pour les CFD. Je vais être assez sincère, j'en connais, je crois, aucun. Peut-être que Saxo Bank n'est pas market maker, mais j'en suis pas sûr. Mais sinon, les connus, je dis XTB, IG, vous me donnez n'importe quel broker, ils sont quasiment tous market makers. Mhm. La raison, c'est que on gagne, je pense, 50 fois plus en étant broker market maker que broker comme nous. Donc c'est pour ça qu'il y en a si peu qui ont une licence comme la nôtre. Voilà. Valérie demande, que pensez-vous des firmes et FTMO en particulier? Des quoi? J'ai pas compris. Que pensez-vous de... Que pensez-vous des firmes et Ah, FTMO en particulier? oh, les profirmes, c'est encore des trucs qu'on a mis en place pour aller essayer d'attirer, appâter le pigeon. Bon, non, c'est vrai qu'apparemment, moi, je ne me suis pas intéressé au sujet profirme parce que c'est beaucoup via. Voilà, c'est un peu une nouveauté dans le marché, je veux dire, les profirmes. Donc, le principe de la profirme, c'est quoi? C'est d'essayer de trouver des traders qui sont très rentables. On leur prête de l'argent fictif. Ils doivent réussir à des challenges où ils doivent gagner X% d'une période déterminée. Et s'ils arrivent à valider les challenges, on leur donne de l'argent réel et sur lesquels ils vont gagner un pourcentage de leurs gains.
Donc, ils peuvent avoir comme ça, c'est l'avantage, c'est d'avoir parfois des comptes qui sont à 100 000, 200 000, 300 000 euros. Ça permet en effet d'aller sur des marchés plus importants comme les marchés futurs, comme on l'a expliqué au début, mais les risques ne sont pas pour autant plus faibles. Et alors, je ne sais pas si ceux qui vendent des propres firmes sont aussi market makers. Je ne sais pas comment ça fonctionne, comment ils récupèrent et quel est le modèle qui est derrière. Mais voilà, je pense que derrière ça, il y a un business model qui, in fine, rapporte de toute façon à celui qui vous prêtera de l'argent et en prête-t-il vraiment? Franchement, je suis un peu dubitatif par rapport à tout ça. Alors, si je peux apporter une précision, parce que j'ai un peu étudié la question. Ah, très bien. Alors, déjà, les firmes ne prêtent pas d'argent réel, ne prêtent pas d'argent. Tout est virtuel. Avant, c'était très ambigu. Maintenant, les régulateurs financiers ont imposé aux firmes d'annoncer que tout était bien virtuel. Parce que, voilà, on était un peu ambigu sur le fait, ah, vous allez Ah, traiter bien sûr. vraiment de l'argent réel. En fait, il n'y a rien de réel, tout est virtuel. Ça, c'est la première chose. Et C'est des donc, le comptes modèle démo, en fait. économique, ouais, c'est que des comptes démo. Bon. Le modèle économique, il est similaire au modèle économique des brokers CFD, c'est-à-dire que C'est ça. ils cherchent des gens qui vont échouer. Et donc, c'est pire que les brokers CFD, à mon sens, parce que les brokers CFD, ce qu'ils peuvent faire, c'est éventuellement d'aller faire de la chasse au stop pour vous faire perdre, peut-être d'autres choses un peu marginales. La preuve firme, elle va vous mettre des règles qui sont faites pour vous faire croire que vous pouvez gagner, mais qu'à Oui, la fin, en fait, c'est trop compliqué, vous allez perdre. Et puis, si jamais vous réussissez trop, les règles peuvent évoluer en cours de route. C'est pas le cas de toutes, mais elles peuvent évoluer en cours de route pour justement ne pas vous payer. ouais, c'est Et des puis, challenges dernière évolutifs. chose, il y a des firmes qui, même parfois, ne payent pas malgré le fait que vous avez réussi. Et c'est comme ça, vous ne pouvez rien faire parce que des firmes sont des entreprises de jeu, c'est pas des institutions financières régulées par les autorités de marché. Donc, en conséquent, vous n'avez pas grand moyen de vous défendre, contrairement à des brokers CFD où vous pouvez aller taper à la porte de l'AMF pour la France ou de la BaFin, de l'ESMA, ce que vous voulez, pour défendre vos droits parce qu'on est dans un système d'institutions financières. Voilà. Et enfin, pour répondre à un autre point dont tu avais parlé, est-ce qu'ils chassent les stocks? Je ne sais pas. Les CFD, oui. Sur les CFD, comme FTMO qui fait du CFD avec MetaTrader, eh bien oui, eux, alors eux, c'est du virtuel, mais même sur le compte démo, ils vont faire de la chasse au stop, ils vont manipuler les prix. Enfin, c'est, je crois, assez connu. Moi, j'ai souvent entendu parler de ça. Donc oui, ils peuvent largement le faire et ils vont pas s'en priver, évidemment. Alors que les propres firmes futures, elles pourront pas le faire parce qu'elles sont connectées au flux futur. Donc, il n'y a pas de Ouais. manipulation de prix possible, donc pas de chasse au stop possible. Voilà pour les informations. Euh, pour vous, je ne sais plus qui avait posé la question. En résumé, Euh, quand les promesses sont trop belles, c'est qu'elles sont souvent fausses. ouais. Et ce qui est terrible, moi ça me chagrine un peu parce que ce qui est terrible, ce que tu disais, c'est que en fait, ça va toujours arnaquer, enfin, ça va toujours comment dire, ça va toujours aller chercher les mêmes personnes, hein. Mais c'est pour C'est-à-dire ça que les dans gens la qui n'ont pas majorité des beaucoup d'argent publicités, et vous des. disent qu'avec 500 euros, on peut commencer à n'importe quel compte et qu'avec 500 euros, on peut devenir riche. Mais je suis désolé de vous casser un rêve, mais c'est faux. C'est faux. Mais bon, voilà. Écoute, 20h03. Dans une heure, il y a du foot déjà. Ah, Et on est encore qualifié en France. ah. On est motivé. Je sais pas, moi j'avoue que le Euh, foot, ça me dépasse, donc voilà. bon, Comme beaucoup non, de mais choses pour l'instant qui me dépassent, hein, mais bon, ça, c'est d'autres débats. bon, en tout cas, Ludovic, merci infiniment Et pas de d'être souci. venu à cette heure un peu tardive. Merci à tous. Vous êtes plus d'une cinquantaine et de rester jusqu'au bout. Franchement, je suis trop content de vous avoir suivi tout au long de cette journée. J'espère Ouais. que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à mettre des avis sur les réseaux, sur Google, Trustpilot, pour partager votre expérience si vous estimez qu'on mérite d'être un petit peu plus connu que cela. Voilà, je vous remercie d'avoir participé. Je vous souhaite de bons investissements, bon Merci trading et on Raphaël. se retrouve très prochainement pour de nouveaux événements à venir. Ludovic, bonne soirée et Merci de bonne soirée à l'invitation et à bientôt tous. à tous.